Si vous adorez Jet Set Radio tout comme moi, vous savez certainement que la licence célèbre actuellement ses 25 ans. Je suis vieux. Pour l'occasion, nous sommes particulièrement gâtés. Entre les rumeurs persistantes sur un comeback dans les prochains mois, la collaboration Sega X-Bem Skate avec son spot vidéo absolument génial et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, autant dire que les fans de Jet Set Radio ont de quoi rechausser leur roller. JSR, c'est un jeu de l'ère Dreamcast, mais vous l'avez peut-être découvert plus tard dans son sequel Jet Set Radio Future sorti sur Xbox. Bien que l'ambiance soit assez différente dans Future, le concept reste le même. On incarne des membres de gangs de graffeurs qui veulent recouvrir Tokyoto, un Tokyo alternatif bien Y2K dans l'âme, avec les tags des GGs, le gang principal du jeu. Et évidemment, qui dit graffiti dit répression totale. Dans Jet Set Radio, la police ne rigole pas du tout. Vous commencez à taguer 2-3 murs et vous vous retrouvez avec des flics en armure, des chiens, des hélicos, des tanks, le tout pour un pauvre sticker posé sous un pont. Sega le disait d'ailleurs très clairement dans l'intro, le graffiti est un art, mais bon, visiblement les forces de l'ordre n'avaient pas reçu le mémo. Ou peut-être que si en fait. Salué pour ses musiques composées par Hideki Naganuma que je ne présente plus et pour son style graphique révolutionnaire, JSR est une véritable perle développée par Smilebeat et éditée par Sega au tout début des années 2000. Si le gameplay a quelque peu mal vieilli et que vous risquez d'être frustré par les contrôles en y jouant aujourd'hui, je vous recommande chaudement de persévérer si vous avez un peu de patience. Allez, assez d'intro, aujourd'hui je vais revenir dans le temps. On est le 31 juillet 2000, il est exactement midi et 34 secondes. Un nouveau build de Jet Set Radio vient d'être compilé, ou plutôt une version localisée du jeu, car Jet Set Radio est déjà sorti au Japon depuis un mois, le 29 juin 2000. Mais ici, c'est une version spécifique pensée pour l'Amérique du Nord qui est en pleine préparation. Nous sommes dans les locaux de Smilebeat, les devs lèvent les yeux de leurs écrans, sauvegardent leurs fichiers à la volée, c'est l'heure de la pause déjeuner. On entend encore les disques durs grésiller, des rires étouffés résonnent depuis l'espace détente, et dans un coin du bureau, un dev kit de Dreamcast tourne en boucle. L'équipe vient juste d'y charger la build du jour, celle de midi 34. Le jeu tourne, encore un peu instable, mais déjà vibrant. Il fait chaud, l'air est lourd, l'odeur de curry et de café instantané flotte dans l'air. À l'étage du studio, on parle autant de cel shading que de deadline, autant de gameplay que de bugs. Ce build-là, personne n'y prête vraiment attention sur le moment. C'est juste une étape de plus dans le rush de production. Et pourtant, 25 ans plus tard, il ressurgit. Grâce au travail minutieux de passionnés, ce prototype oublié refait surface. Et aujourd'hui, on va l'explorer ensemble, regarder ce qu'il contient, ce qu'il révèle, et se plonger l'espace d'un instant dans ce moment suspendu de l'histoire du jeu vidéo. Smilebeat, c'était l'un des nouveaux studios créés par Sega en 2000 lors d'une grande restructuration. À l'époque, Sega réorganise ses pôles de développement. D'un côté, les équipes arcade, Amusement Machine, de l'autre, les équipes console, Consumer Software. Smilebeat hérite d'une partie de CS1, une sous-équipe de CS, avec dans ses rangs des vétérans qui ont bossé sur Panzer Dragoon, des jeux de sport, des portages Saturn ou encore des jeux PC. Anciennement connue sous le nom de Team Andromeda, l'équipe de Smilebeat a une mission claire: innover, repousser les limites techniques et artistiques sous un axe R&D. Et avec Jet Set Radio, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Résultat, une licence culte à l'identité visuelle et sonore inoubliable. Revenons à ce build ressurgissant aujourd'hui. La version finale nord-américaine du jeu a été gravée le 2 octobre 2000 à 10h 7 minutes et 35 secondes, soit presque 2 mois après cette version bêta que l'on analyse aujourd'hui. À ce stade, le jeu était presque prêt. Le 3 est déjà derrière nous. Pour l'occasion, il y a même eu un show mémorable avec des danseurs cosplayés en personnages du jeu, recréant l'univers déjanté de Tokyoto sur scène. Quand on regarde le niveau de finition du build présenté à Los Angeles, difficile de le considérer comme un simple prototype. Tout pointe plutôt vers une version bêta avancée aux portes de l'or, un jeu presque terminé mais pas tout à fait figé. Ce qui rend cette version du 31 juillet 2000 aussi fascinante, c'est qu'elle n'est pas exactement celle qu'on connaît, ni la version japonaise sortie un mois plus tôt, ni la version américaine localisée, on est entre deux mondes. Première chose qui saute aux yeux en lançant ce build, le menu debug. Pas un menu caché au fin fond d'une combinaison de touches, non. Ici, il s'affiche dès le démarrage du jeu. Le menu debug est tellement frontal que t'as presque l'impression d'avoir volé une carte de backstage, t'as envie de fouiller, de glitcher, de trouver un perso caché. Bref, c'est l'outil des développeurs qu'on peut consulter librement aujourd'hui. Il permet de choisir son niveau, sa mission, d'incarner n'importe quel personnage jouable. On notera que certains personnages n'ont pas leur nom définitif, d'activer ou non les cinématiques et de lancer directement la partie. Il existe quelques contrôles cachés selon le port utilisé pour la manette, mais impossible de retrouver le menu des debugs sans devoir relancer le build. Je suis quand même fasciné par cette porte d'accès inestimable au rouage du développement. Et cette interface
l'interface donne même accès à des zones de test comme la map test de Grind City en version blockout, littéralement des cubes et des textures placeholder dignes d'un level designer en première semaine de stage. Tu sens le truc en train de naître sous tes yeux. Les textures sont provisoires, certains menus sont encore partiellement traduits et des éléments d'interface tâtonnent. Dès les premières missions, le ressenti diffère. Les timings sont légèrement modifiés, l'IA ennemie semble un peu moins réactive, elle repère les joueurs de plus près mais les poursuit plus mollement. Des bugs mineurs persistent, objets manquants, collisions capricieuses, crash occasionnel avec écran bleu debug break. Bref, rien d'étonnant pour un build intermédiaire. Mais tout ça, c'est justement ce qui la rend précieuse. Ce prototype, c'est un instantané brut du jeu à mi-chemin, une esquisse vivante avant les derniers coups de pinceau. Et puisqu'on parle de coups de pinceau, vous l'avez ? Cette patte graphique type BD qu'on adore tous, ces contours noirs bien gras, les couleurs qui claquent, ce côté cartoon mais pas trop, eh ben c'est pas arrivé là par magie. Ce rendu, c'est du cel shading. Et à l'époque, c'était pas du tout la norme. C'était même un petit ovni technologique. Mais je vais pas ouvrir ce chapitre maintenant, hein. Le cel shading, je vous prépare une vidéo rien que pour lui. On parlera d'ombre, de contours, d'astuces de dev et d'algo bien malins. Alors si t'as déjà rêvé de comprendre comment on rend un jeu stylé sans foutre une RTX 4090 dedans, je pense que ça va t'intéresser. Et au-delà de la curiosité technique, cette version a une vraie valeur historique. Elle incarne une étape clé dans l'adaptation occidentale du jeu vers Jet Grind Radio. Pourquoi ce changement de nom ? Bonne question. Apparemment, c'était légalement compliqué d'utiliser Jet Set aux États-Unis. On n'a pas tous les détails, mais une des théories les plus probables, c'est qu'un groupe de rock canadien aurait déjà déposé le nom. Donc Sega a fait comme ils ont pu. Ils ont sorti le dico, ils ont tapé verbe cool qui fait skater et bam, Jet Grind Radio. Mais c'est pas juste une histoire de nom. Cette version US a demandé du temps de dev supplémentaire car elle intègre des nouveautés qui ne sont pas présentes dans la version japonaise d'origine. Par exemple, elle propose 2 niveaux exclusifs, Bantam Street et Grind Square, avec leur propre mission et challenge qui enrichissent vraiment le jeu. Les dialogues sont déjà en anglais à ce stade, mais ils ne sont pas de simples traductions. Le ton change, un peu plus nerveux, plus tranché, pensé pour séduire le public américain, un style plus hardcore et dynamique. On y retrouve aussi des personnages exclusifs comme Cube, une graffeuse un peu dark et mystérieuse, et Combo, le leader avec sa fameuse chaîne Yiffy sur l'épaule. Ces ajouts renforcent le côté street et cool de la version américaine, avec un casting plus étoffé qui colle à cette vibe urbaine et rebelle. Côté musique aussi, certaines pistes commencent à être remplacées ou remixées pour mieux coller à cette nouvelle identité. D'ailleurs, cette version contient des traces d'un music debug utilisé à l'époque par les développeurs. Il n'est plus activable directement aujourd'hui, mais des passionnés ont retrouvé son empreinte dans le code. En bidouillant un peu avec Cheat Engine et l'émulateur d'Emule, on peut encore forcer son affichage en modifiant manuellement l'adresse mémoire. Un détail parmi d'autres qui montre à quel point cette version est une mine d'or pour les fans et les curieux et qu'il y a sûrement encore des choses à découvrir. Pour promouvoir la sortie américaine, Sega avait même organisé un concours de graffiti à San Francisco baptisé Graffiti is Art, où 5 finalistes se sont affrontés pour un prix de 5000 $. Le maire a tenté d'annuler l'événement, mais le permis ayant été délivré légalement, ça s'est quand même fait. C'est du pur esprit JSR dans la vraie vie, je sais pas si vous réalisez. Au Japon, le jeu a été réédité début 2001 sous le nom de la Jet Set Radio, incluant toutes ses nouveautés occidentales et même livré avec un t-shirt de Beat pour les précommandes. Voilà pour le petit topo sur cette version charnière entre deux mondes. Bon, et j'imagine que vous vous posez la question, pourquoi et comment on peut y jouer aujourd'hui, hein ? Eh ben, impossible de parler de cette version sans saluer Laurent Combi, un passionné suisse devenu incontournable dans la préservation de la Dreamcast. En 2022, il publie une première étude sur un prototype de Jet Set Radio daté du 28 avril 2000. Mais pour les 25 ans de la licence, il revient tout récemment avec une découverte inédite, une version compilée quelques mois plus tard, le 31 juillet 2000, celle-là même que je vous présente aujourd'hui. Une version entre la sortie japonaise et la localisation américaine documentée dans les moindres détails. Et comme toujours, il ne s'est pas contenté de la dumper, il l'a analysée, contextualisée, puis mise en ligne gratuitement sur son site. Son site Sega Dreamcast Info, c'est devenu une référence mondiale en matière de préservation. Grâce à lui, ce prototype n'est pas juste sauvé, il est partagé, étudié et surtout accessible aux fans. Un immense merci à lui ainsi qu'à celles et ceux qui l'aident à faire vivre cette mémoire du jeu vidéo. Je vous recommande chaudement d'explorer son site et de suivre Laurent sur ses réseaux. On y retrouve aussi des builds rares de Shenmue, de Crazy Taxi et de plein d'autres pépites. Si ce build de Jet Set Radio est un petit miracle pour les fans, il s'inscrit surtout dans un mouvement global et d'actualité, la préservation du patrimoine vidéoludique. Ce mois-ci, la pétition européenne Stop Destroying Video Games a dépassé les 1,2 million de signatures. L'objectif, forcer les éditeurs à garantir que leurs jeux restent jouables même après la fin de leur support ou la fermeture des serveurs. Certains médias rappellent que cette initiative est née suite à l'arrêt des serveurs de jeux comme The Crew, rendant le titre entièrement injouable à cause d'une dépendance au online. Grâce à la pétition, la Commission européenne doit désormais débattre d'obligations légales pour les éditeurs. Cette mobilisation, elle est soutenue bien sûr en France par des figures comme le Joueur du Grenier et Conquerax, qui revendiquent
revendique la reconnaissance du jeu vidéo comme patrimoine culturel aux côtés des livres ou du cinéma. Un plan de fin de vie pour les jeux, comme le souligne Daniel Ondrouska, porte-parole de la pétition. À partir du moment où un éditeur abandonne un jeu, il devrait toutefois rester utile et accessible pour ses propriétaires. Ce prototype de Jet Set Radio, c'est pas juste un vieux build abandonné, c'est un instantané du jeu en gestation, un moment suspendu entre deux étapes de production. C'est rare de pouvoir plonger dans ce genre de matière brute, les studios ils gardent pas toujours ces versions et les partagent encore moins. Alors forcément, ça soulève une question bien plus vaste. Que restera-t-il du jeu vidéo dans 20, 30 ou 50 ans? Des titres cultes disparaissent déjà des stores, des mises à jour écrasent des versions d'origine, et les prototypes comme celui-ci, ils sont encore plus fragiles. Ils tiennent parfois à un floppy disk, un disque dur oublié, ou un passionné comme Monsieur Laurent Combi. Si ce sujet vous touche, je vous encourage à signer la pétition européenne Stop Destroying Video Games. Elle demande que la préservation devienne une responsabilité reconnue, pas juste une affaire de passionnés. Et si vous aimez découvrir les coulisses du développement, les esquisses, les versions intermédiaires, parlez-en autour de vous, faites tourner. Soutenez celles et ceux qui préservent ce patrimoine souvent dans l'ombre. Parce que ce qu'on découvre ici, c'est pas juste un niveau qui plante ou une IA bancale, c'est la mémoire d'un jeu qui se construit. Sipping while I'm leaning on the bar. I've been looking at you from afar.